Je reviens sur mon écran. C'est fabuleux. Et merci, bonjour à tous. Donc Thomas Sanglier avant Vente Sedge, ça avait déjà été annoncé, mais je le reprécise. Et donc oui, en effet, on va passer ensemble une petite heure pour reparler de la facture électronique. Alors facture électronique, vaste sujet, comme disait Juliette, qui va nous prendre en fait les mois, voire les années à venir. C'est une obligation légale, réforme en fait de l'État, et on va voir ensemble quelles vont être nos obligations, quels vont être les détails techniques en fait de cette réforme, et qu'est-ce que ça va changer pour nous, et surtout qu'est-ce qu'il va falloir faire. Juliette a très bien dit, on a un terme en fait qu'il faut prendre en compte, et que dès cet après-midi, dès cette fin de matinée, vous allez pouvoir vous y mettre, c'est la conduite du changement. Parce que vous allez voir que vous allez être obligé de vous adapter, hein, c'est bien sûr, au fonctionnement, et puis qu'il va falloir revoir un petit peu votre système. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va voir? On va revenir sur l'essentiel de la facture électronique, c'est-à-dire tout simplement les différents acteurs, les dates, le pourquoi de la facture électronique. On fera un point sur où nous en sommes en fait de la réforme au jour d'aujourd'hui, comment vous vous organisez au mieux. Tout simplement pour anticiper et préparer en fait cette transition. Et puis, je vous parlerai bien sûr de Sedge, hein, le but est là, de vous dire comment on va vous accompagner, comment on vous accompagne aujourd'hui, comment on va vous accompagner, et bien sûr au travers de VFleet qui vous accompagne au quotidien. On finira par une séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fil de l'eau en fait de les poser. On reviendra sur la conversation. Puis on avait dit qu'on essaierait de réactiver les micros en fin de présentation. Donc pour commencer, je vous disais l'essentiel de la facture électronique, le pourquoi de cette facture. Alors déjà, avant de même dire le pourquoi, on va dire qui ça concerne. Ça va concerner en fait tous les assujettis à la TVA, y compris les non redevables. Quand on dit tous les assujettis, ça veut dire que vont être exclus en fait de cette réforme les associations par exemple qui sont non assujetties, certaines sociétés qui travaillent en fait dans des activités, peut-être des activités d'État avec la défense ou autres, où on a des secteurs niches comme ça en fait où certaines sociétés peuvent être non assujetties. En tout cas là, ça va concerner la principale en fait les pratiquement toutes les entreprises en fait au niveau de la France. Le pourquoi maintenant, c'est que tout simplement, ça va être l'objectif principal, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Alors quand on dit la fraude à la TVA, c'est pas forcément les vilains méchants qui vont absolument tout cacher, qui vont mettre à l'étranger, etc. La fraude à la TVA, c'est aussi tout simplement les oublis de déclaration, les erreurs de déclaration qui sont pas forcément volontaires, hein, mais parce que dans les recalculs, on a oublié de faire un export Excel, qu'on n'a pas forcément tout déclaré. Donc, à partir de là, on va avoir toutes les informations. On va avoir les informations par rapport aux émetteurs et les informations de ceux qui vont réceptionner en fait les factures aussi. Hein, il y a double déclaration et donc l'État va pouvoir très facilement en fait faire un contrôle entre ces doubles déclarations et ça en plus en temps réel. C'est aussi et c'est principalement. Alors pour moi, ça va être principalement, et c'est ce qu'on va voir en fait dans les années, c'est pour vous aider, ça va permettre de redonner de la compétitivité aux entreprises, dans le sens où vous allez gagner en gain par rapport en fait en gain financier, hein, par rapport à la mise en place de la facture électronique. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de facture papier, on n'a plus d'échange, on n'a plus de traitement du papier, on n'a plus de traitement long en fait de la facture avec des échanges de papier de bureau en bureau qui peuvent durer en fait plusieurs jours. Là, tout est numérique, tout est direct, tout est instantané. Donc, on va gagner en fait en coût. On divise pratiquement par 10 hein, le coût de traitement entre la facture papier et la facture numérique. Donc, c'est assez énorme. Ça va aussi permettre à l'État d'avoir une meilleure visibilité en fait du fonctionnement des entreprises, de l'état des entreprises, du fait qu'on va avoir tous les flux ou en tout cas la plupart des flux qui vont passer par cette facture électronique. Ça va nous permettre de pouvoir savoir exactement sur telle activité quelle est la masse en fait d'échanges sur tel secteur géographique, etc., etc. Puis ça permettra aussi à l'État de pouvoir si besoin est, de pouvoir distribuer en fait des aides. On a eu la période du Covid, par exemple, où l'État a voulu distribuer des aides. Pour pouvoir regarder un petit peu le fonctionnement des entreprises, ils ont repris les derniers exercices, N-1, N-2. Sauf que c'est pas forcément sur les derniers exercices qu'il fallait regarder, c'était au moment T. Là,
grâce à la facture électronique, on a un flux en temps réel en fait des entreprises. Donc on sait en temps réel quel secteur est en panne, quel secteur a besoin en fait d'accompagnement. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un gros sujet et ça va nous permettre d'aller très loin. Juste petite parenthèse, la facture électronique, déjà c'est pas nouveau en France. Depuis 2021, on fait de la facture électronique auprès des administrations, hein, via Chorus Pro. Aujourd'hui, vous faites peut-être des échanges, vous faites peut-être en fait euh, différentes actions avec les établissements publics. Donc ça avait déjà été mis en place avec Chorus Pro et là, ça se généralise en fait à toutes les entreprises. Et puis je voulais juste vous dire aussi, c'est pas purement français. Hein, c'est pas franco-français la facture électronique. Ça vient s'asseoir dans un programme européen qui par la suite deviendra certainement mondial. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà certains pays qui ont déjà fait la bascule sur la facture électronique. Donc, je vous disais, voilà, là c'était le pourquoi qui ça concerne. On va avoir bien sûr un calendrier d'application en plusieurs étapes selon le type d'entreprise. Alors ça, on l'a connu avec la paye, hein, avec la mise en place de la DSN. En fonction de la grosseur de l'entreprise, eh ben, on va avoir différentes dates, hein. Ça va être par étapes. On va utiliser le nouveau format obligatoire et le format PDF, donc ne sera plus le format standard. Il va continuer à être toléré en fait jusqu'au 31 décembre 2027. Mais ce ne sera pas le format standard. Là, on va avoir trois nouveaux formats, ce qu'on appelle le socle minimal, qui vont être acceptés directement par la plateforme publique. Donc, je vous en reparlerai tout à l'heure. On va utiliser de nouveaux circuits obligatoires, hein, circuits par rapport aux différents échanges des factures avec de nouveaux acteurs qui vont rentrer en compte. Je commence à vous parler de plateformes, de portails. Vous allez voir, on a un portail public, on a des plateformes privées, mais on a aussi en fait des opérateurs de dématérialisation qui nous permettent de faire en fait les différents échanges. J'y reviendrai plus précisément par la suite. Et puis, la facture électronique, ça va être deux flux principaux. Le flux e-invoicing. Alors, le flux e-invoicing, c'est tout simplement ce qu'on va appeler la facture électronique. Le e-invoicing, c'est le terme en fait anglais pour désigner la facture électronique. C'est celui qu'on va utiliser en fait dans les échanges internationaux en fait avec les autres pays. C'est le e-invoicing, ça va correspondre en fait à toutes les factures qu'on va échanger de société à société en domestique, c'est-à-dire directement en France. Donc, c'est le B2B et de société à gouvernement. Donc là, le B2J, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait avec Chorus Pro. Donc le e-invoicing, B2B domestique et B2J. À côté, on va avoir le deuxième flux, le e-reporting. Ça va être un flux en fait de transfert de données de TVA et ça va correspondre en fait aux autres flux qui ne rentrent pas dans le invoicing, c'est-à-dire le B2B international, donc société à société internationale, le B2C, donc société à client particulier, et tout ce qui va concerner aussi juste la notion d'encaissement pour tout ce qui est facturation de prestations de services. Donc ça, le e-reporting, ça va se mettre en place en même temps que le invoicing. C'est tout ce qui ne rentre pas en fait dans le invoicing sera fait en fait en e-reporting par une déclaration, par un fichier de données déclaratif. Maintenant que je vous ai un petit peu reparlé juste de l'essentiel, que je vous ai un petit peu dépeint la réforme, on va rentrer dans le détail et là avec le calendrier. Donc je vous ai dit, on va avoir un calendrier applicatif avec différentes dates. La première qu'il faut tenir et qu'il faut garder en tête, c'est juillet 2024. Juillet 2024, tout le monde, c'est-à-dire toutes les entreprises assujetties, vont devoir faire de la réception de factures électroniques. Pourquoi? Parce qu'on a les grandes entreprises qui, elles, vont devoir faire de l'émission. Et aujourd'hui, on a tous, en tant que fournisseur, au moins une grande entreprise, ne serait-ce que pour tout ce qui est facture d'énergie. Généralement, on est sur de la grande entreprise. Donc, à partir de là, il faudra pouvoir être en capacité. Alors, je vous montrerai que ce n'est pas nécessaire en fait de pouvoir faire évoluer tout son logiciel dès juillet 2024, parce qu'on a des solutions qui nous permettent aujourd'hui de réceptionner les factures et pouvoir les traiter même au format électronique. C'est ce que je vous montrerai aussi, cette automatisation comptable qui nous permet justement déjà de faire de la démat, mais de réceptionner aussi les factures format électronique. On a déjà développé des choses et en plus, on pourra même faire de l'automatisation. Petit teasing pour tout à l'heure, pour que vous restiez jusqu'à la fin. Donc je reviens, juillet 2024, on est sur de la réception pour tous, de l'émission pour les grosses.
Janvier 2025, deuxième date, c'est pour les ETI, hein, les entreprises intermédiaires, de taille intermédiaire. Et janvier 2026, là, ça va être pour tout le monde. Donc, on va tous être concernés pour l'émission. Ce qui veut dire qu'il va falloir s'équiper jusqu'à janvier 2026, dernière date, date butoir. Maintenant, parmi vous, il va falloir réfléchir aussi, parce que c'est pas parce qu'on a mis cette date-là qu'il va falloir attendre obligatoirement cette date. Parce qu'en fonction, en fait, vous, de votre fonctionnement, en fonction de vos clients, en fonction de vos fournisseurs, peut-être que vous allez devoir passer un petit peu plus tôt. Il faut prendre en compte aussi qu'à partir de juillet 2024, il faudra faire les émissions en fait plus sur Chorus Pro, mais sur en fait le nouveau portail. Donc pour tous ceux qui font les échanges avec le gouvernement, à partir de juillet 2024, il faudra aussi pouvoir faire les échanges en fait vers l'administration directement sur le nouveau portail en format électronique. Allez, je vous passe la suite, mais on garde bien en tête, juillet 2024, ça va être en fait la réception, et puis après, on va se projeter jusqu'à janvier 2026, tout en sachant que on est peut-être susceptible de le faire un petit peu plus tôt. Allez, dernière chose. J'aime bien parler, donc une dernière chose avant que je change le slide. Les grandes entreprises, je vous parlais, les grandes entreprises vont faire de l'émission, vous allez faire de la réception. Si toutefois en client, vous avez des grands donneurs d'ordre justement, et que eux sont déjà passés à la facture électronique, alors ils ne vont pas pouvoir vous obliger à passer à la facture électronique pour l'émission. Par contre, ils vont peut-être vous inciter très fortement à vous dire, alors moi, gère tout en facture électronique, je le passe par telle plateforme, etc. Maintenant, tu échanges en facture électronique avec moi. On a beau avoir l'obligation de passer qu'en janvier 2026, ils peuvent vous inciter très fortement à y passer bien avant. Donc ça, il faut le prendre en considération en fait par rapport vous à votre changement et aux évolutions en fait de vos solutions et tout simplement au moment où vous allez être prêt en fait à faire et l'émission et la réception. Allez, je passe sur la suite. Donc, je vous ai dit, on est sur une réforme d'État. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une loi derrière tout ça, ce qui veut dire qu'il faut respecter la loi, hein, et que pour pouvoir la respecter, rien de mieux que de mettre des petites amendes pour pouvoir vous dire attention, on va vous taper sur les doigts. Donc, il y a des amendes qui ont été validées. C'est le décret d'août 2022 sur lequel en fait on dit que pour tout ce qui est flux e-invoicing qui n'est pas bien transmis, ce sera 15 € par facture avec un maximum de 15 000 €. Pour tout ce qui est flux de données e-reporting, là on est par rapport au flux de données, au fichier de données, c'est 250 € par transmission mal faite ou non faite, et un plafonné à 15 000 € par année civile. Cela dit, il y aura quand même une tolérance en fait sur les premiers mois, tout simplement pour la mise en place, hein, le temps que vous soyez bien équipé, que vous ayez bien fait le nécessaire. Et puis je vous rassure, il y a aussi des rectificatifs qui peuvent être faits en fait sur des déclaratifs en parallèle, de façon à dire j'ai déclaré tel montant, en fait c'était tel montant, etc. Ce sera pas tout de suite que vous serez tapé sur les doigts. Mais en tout cas, il faut quand même savoir que il y a des amendes, c'est une réforme, c'est du légal, il y a des amendes qui sont prévues. Juste, maintenant que je vous ai dit tout ça, si je fais un peu le parallèle avec Sage, c'est pas vous qui tout de suite vous allez vous dire alors moi je vais envoyer de l'électronique, donc il faut que j'appuie sur tel bouton, je vais envoyer mais qu'est-ce que c'est, quel flux? On a nos solutions qui vont répondre en fait à vos besoins. Tout ce qui est facturation, envoi, réception, etc. Ça va être géré au travers de Sage 100 gestion commerciale, hein, qui est notre outil de facturation. Bien sûr, la comptabilité. On a aussi en fait les moyens de paiement parce qu'on va faire les règlements et puis je vous parlerai des cycles de vie de la facture avec les différents statuts qui sont attachés. Donc les moyens de paiement, ça va rentrer dedans pour tout ce qui va être envoi en règlement. Et puis, on a cette automatisation comptable. Je vous parlais de notre solution de dématérialisation qui va pouvoir faire la réception des factures électroniques et le traitement automatique, la génération automatique des écritures comptables. Allez, qu'est-ce qui est validé? Qu'est-ce qui est acté? Qu'est-ce qui est validé? Surtout, je vous disais, on va avoir des nouveaux acteurs. Donc, un nouveau circuit en fait de transport des factures et des nouveaux acteurs. Le nouvel acteur, alors un acteur qu'on connaît déjà plus ou moins, c'est
plateforme publique, ça va être le portail public de facturation. C'est en fait, on va toujours l'appeler Chorus Pro, c'est la plateforme Chorus Pro, hein. Donc elle est en train d'évoluer, c'est-à-dire que la plateforme va être nouvelle, mais ça va être le même principe en fait que du Chorus Pro. Donc c'est une plateforme qui est publique, ce qui veut dire qui est gratuite, accessible à tous. Cette plateforme, en fait, elle va concentrer tous les flux à destination de l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'on va passer en fait par le PPF pour ce qui va être de la déclaration. Je vous montrerai un schéma tout à l'heure avec les échanges entre les différentes plateformes, les clients, etc. Sur le PPF, on va retrouver l'annuaire centralisé. Alors, c'est un annuaire comme on connaissait par rapport aux établissements publics, sauf que là, ça va regrouper toutes les informations en fait des entreprises et ça nous permet de connaître le routage aussi pour pouvoir envoyer la facture. Alors, quand je dis ça va nous permettre, ça va permettre en fait aux différents acteurs qui font le transport, et ça vous allez voir, hein, c'est les opérateurs de dématérialisation dans un premier temps, de pouvoir interroger en fait cet annuaire et de savoir en fait comment il doit envoyer la facture. Nous, on n'y aura pas accès, hein. Vous, société, vous voulez avoir les informations sur notre société, etc. Vous n'avez pas accès directement à l'annuaire. C'est via en fait les différents acteurs que l'on aura en fait déterminés. Sur ce portail public de facturation, on va pouvoir échanger uniquement sur 3 formats. Je disais tout à l'heure, on a des nouveaux formats, ce sera plus juste du PDF, c'est des formats bien spécifiques dédiés qui vont être acceptés. Les 3 formats, ils sont marqués à l'écran, c'est le format UBL, le format UNCEFACT C2I et le format FactureX. Les 2 premiers, UBL, UNCEFACT C2I, c'est des formats XML, c'est-à-dire c'est juste des fichiers de données. Pour vous faire le parallèle, les virements SEPA que vous faites, c'est des fichiers XML avec des balises où vous avez les données à l'intérieur. Là, c'est ça. Donc, on a une norme, hein, bien sûr, derrière pour pouvoir respecter. C'est une norme européenne, EN 16931. Ça fait toujours beau de dire comme ça des chiffres. Mais la norme EN 16931, c'est elle qui va structurer en fait le fichier, qui va dire quelles données on a besoin. Donc, UBL, UNCEFACT C2I, c'est du fichier XML juste de données. Maintenant, on a un autre fichier, un autre format qui est le FactureX, qui lui va conserver en fait un PDF, donc lisible à l'œil humain, et à l'intérieur du PDF sera joint en fait un fichier XML. Donc ce fichier XML, ça nous permettra d'avoir en fait les informations structurées pour pouvoir derrière aller contrôler et puis faire aussi de l'automatisation au niveau en fait des écritures et du traitement de la facture. Sur le PPF, on pourra conserver donc, nos factures pendant 10 ans et il va toujours subsister la possibilité, alors une tolérance dans un premier temps, de dépôt manuel en fait de PDF simple. Je vous ai dit que le PDF simple serait toléré jusqu'au 31 décembre 2027. Donc, pour ceux qui ont le plus de mal en fait à pouvoir échanger ou qui ont un logiciel vraiment hyper spécifique et qui met du temps à pouvoir évoluer, il y aura cette tolérance. Mais en ce qui concerne toutes les solutions Sedge, en tout cas, on sera prêt bien sûr dès juillet 2024 pour pouvoir vous accompagner et faire que ce soit de l'émission ou de la réception. Je fais une petite aparté par rapport en fait au portail public. Les premiers tests qu'on pourra faire avec le PPF, ce sera qu'à partir du 3 janvier. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je vous ai dit que il était toujours en cours de développement et que pour le moment on n'y avait pas accès et que il va falloir commencer aussi à faire des tests. Donc ce sera prévu à partir du 3 janvier. C'est important qu'on ait bien ça en tête parce que ça veut dire que aujourd'hui, on a certains qui disent c'est bon, moi je sais faire de la facture électronique, je fais de la facture électronique ou autre. Non, on ne sait pas faire. On est prêt pour le faire, mais tant qu'on n'a pas fait de test, c'est difficile de dire moi je sais faire. Donc attention à certaines communications que vous allez entendre. Je reviendrai de toute façon sur ces communications parce que je vais vous parler du deuxième acteur en fait de la facture électronique. Là, on parlait du portail public de facturation. Le deuxième acteur, c'est les plateformes privées. Les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Et ça, ces plateformes privées, c'est les plateformes payantes qui vont vous permettre d'avoir en fait des services complémentaires et pouvoir traiter autre chose que juste les formats du socle minimal. Je vous parlais, le PPF, on a juste 3 formats et on ne peut pas dialoguer avec un autre format que cela. Là, avec le PDP, si toutefois vous avez besoin, vous, d'échanger sous un autre type de format, vous pouvez le faire directement avec le PDP. Ces PDP, elles vont assurer toutes les fonctionnalités qui sont prévues par la réforme. C'est-à-dire qu'elles vont faire les émissions, les réceptions, elles vont faire en fait gérer les formats, elles vont pouvoir en fait contrôler les informations obligatoires, etc., etc. Tout ça, ça va se faire au travers en fait des PDP.
Ces PDP, elles ont un cahier des charges très restrictif, hein, très complet, et sur lequel il va falloir être, enfin, il faut qu'elles répondent en fait obligatoirement. Elles ont aussi des normes à respecter, des normes en fait de sécurité, des normes en fait de confidentialité, de plein des normes, tout simplement. Donc ISO, enfin je vous ai marqué ISO 27001, SecNumCloud, RGPD, il y en a encore d'autres en fait à mise. Ce qui veut dire que il faut montrer patte blanche et il faut être sûr en fait de pouvoir tenir aussi en fait ces normes. Tout le monde ne pourra pas être PDP. Alors, on a des immatriculations qui vont être effectuées, immatriculations qui vont être validées par l'État, qui vont être contrôlées par l'État. Ces immatriculations, ça va être valable pendant 3 ans. Les premières candidatures ont été déposées au mois de mai. Donc, de cette année, les premiers à être immatriculés devraient, je dis, hein, arriver au mois de septembre. Maintenant, il faut qu'il y ait tous les contrôles, etc., pour pouvoir les valider. Je ne sais pas si dès le mois de septembre, on aura les premiers PDP qui seront en fait publiés, mais en tout cas, il y a déjà eu des dépôts de signature. Et si vous vous posez la question de savoir est-ce que Sedge va devenir PDP, on s'est en effet positionné pour devenir PDP. On va être candidat pour devenir PDP. On a une solution en fait qu'on va utiliser, sur lequel on est en train de redévelopper, de mettre en place pour pouvoir répondre en fait aux besoins, mais qui existe déjà au niveau global. Quand je dis au niveau global, hein, on est une société internationale, Sedge, hein, où on est implanté dans différents pays. Et là, en fait, c'est vraiment la zone Europe qui investit en fait dans cette PDP de façon à pouvoir répondre aux obligations de facture électronique des différents filiales européennes qu'on peut avoir. Hein, parce qu'on n'a pas que la France, on a l'Espagne, on a l'Allemagne, on a l'Angleterre, etc. Tout le monde va passer en fait à la facture électronique. Donc là, c'est vraiment en fait, on met la main à la poche, mais de façon internationale, de façon à avoir vraiment un produit qui tienne la route et qui puisse répondre à tout le monde. Donc, on va devenir PDP, c'est prévu courant 2024. Certains pontes commencent à annoncer premier semestre. Je préfère vous dire courant 2024, on deviendra PDP. Parce qu'on met la main à la poche. C'est pour ça que je vous dis oui, on va le devenir. Parce qu'aujourd'hui, ça va coûter très très cher et tout le monde ne peut pas se permettre de devenir PDP et de pouvoir maintenir en fait cette immatriculation PDP. Tiens, ça va me faire une transition juste pour vous dire que tout le monde ne peut pas le devenir. Je vais juste vous passer sur le slide après très rapidement, parce que je vous disais les premiers tests en fait avec le PPF, ce sera qu'à partir du 3 janvier. Mais certains en fait communiquent déjà sur le fait qu'ils sont PDP, qu'ils vont être PDP, que on a l'obligation de choisir un PDP, etc. Faites attention parce qu'aujourd'hui tout est faux hein, dans ce qui vient d'être dit. On ne peut pas, enfin, de ma dernière phrase, hein, pas d'avant, en fait, attention. Non, je voudrais pas quand même. Commence. Oui, c'est pour ça. Non, donc oui, je vous disais, personne ne peut dire je suis PDP parce que de toute façon, personne n'est immatriculé pour le moment. Il n'y a que des candidats à devenir PDP. C'est pour ça que je vous ai bien précisé. Nous, on se positionne pour l'être, mais on n'est pas PDP pour le moment. Par contre, on a la puissance financière pour le devenir, hein, quand même derrière, et puis la puissance au niveau des développeurs. On est obligé de choisir un PDP. Non, c'est faux. Une entreprise va devoir choisir un portail, une plateforme une plateforme d'échange, mais elle peut choisir le PPF, elle peut choisir une PDP, elle peut choisir plusieurs PDP, mais elle n'est pas obligée de choisir juste un PDP. Hein. On peut prendre uniquement le PPF si on n'a pas besoin de services complémentaires ou de données d'échanges en fait autres que le socle de base. Donc, il faut bien faire attention en fait aux communications parce qu'il y en a certains qui étaient assez agressifs commercialement en fait là-dessus et qui n'hésitaient pas à faire engager les clients pour 3 à 5 ans et qui finalement vont pas forcément devenir PDP ou ne pourront pas forcément apporter tous les services annoncés. Donc attention à ça. Et je reviens juste sur le slide ici. Maintenant que j'ai fait cette parenthèse en fait sur le attention sur les PDP, juste je reviens sur le pourquoi en fait demain on pourrait choisir un PDP. Alors, je peux pas vous dire tous les services qui seront mis en place parce qu'ils n'existent pas encore. Maintenant, il y a une raison principale aujourd'hui, c'est par rapport au format d'échange. Je vous ai dit, on a un socle minimal, UBL, C2I, FactureX. Si toutefois on n'est pas en capacité d'émettre ou on a besoin d'émettre, il faudra passer par une PDP par exemple pour pouvoir faire en fait tout simplement la transformation du fichier et du format. Je voulais vous donner 2 exemples.
Premier exemple, on est une petite société, on est équipé, ou on est une société équipée d'un logiciel hyper spécifique, métier, qui a été développé peut-être par notre informaticien du coin, ou alors tout simplement, on n'a pas de logiciel et on ne sait pas émettre en fait au bon format parce qu'on est changé directement avec notre expert comptable pour tout ce qui est facturation. Bah là, il va falloir qu'on s'équipe en fait d'une PDP qui va nous permettre tout simplement de pouvoir émettre au format en fait désiré et faire l'échange en fait avec le portail public de facturation. Ça, c'est l'une des raisons, hein, si toutefois on ne peut pas s'équiper d'un logiciel en fait du marché. Euh, autre cas de figure, je suis une société et j'échange avec la grande distribution. Avec la grande distribution, j'échange pas juste des factures. J'échange en fait des fichiers EDI, c'est des fichiers de données avec les informations qui sont classées via des codes qu'on a vus, qu'on a validés entre nous. Et en fait, ce fichier EDI, bah, il peut pas être traité par le PPF. Donc, je suis obligé, moi, de l'envoyer à ma grande distribution parce que c'est mon bon de commande. C'est le fichier EDI. Et ben là, on va prendre un PDP qui, le PDP, va pouvoir reconnaître en fait les informations, les transformer pour pouvoir communiquer avec mon PPF et communiquer avec ma grande distribution le fichier en fait EDI tel qu'il était émis. Donc là, voilà. Ces différents cas. Après, on a des PDP qui vont venir nous apporter des services complémentaires. Mais pour le moment, vu il n'existe encore aucun, je n'ai pas réellement de service en fait à vous présenter. Donc, on a fait les deux premiers acteurs. Le portail public de facturation. Le deuxième, c'est les plateformes privées, les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Et notre troisième acteur, ça va être les opérateurs de dématérialisation. J'ai déjà commencé à vous en parler. Ce qu'on va appeler les OD, non pas les opérations diverses, hein, mais les opérateurs de dématérialisation. Euh, ces opérateurs, ces OD, ça va être en fait les intermédiaires entre les entreprises et les plateformes. C'est eux qui vont faire le transport, la dématérialisation des factures à destination ou en provenance en fait des différentes plateformes. Le principe, bah, c'est simple, c'est vos logiciels. Aujourd'hui, notre gestion commerciale, en sortie de gestion commerciale, bah, c'est nous qui allons faire le transport. Donc, on aura la solution pour vous permettre de faire le transport vers la plateforme en fait de votre choix, soit vers le PPF, soit vers la PDP si vous avez choisi un PDP. Et puis c'est nous qui nous vous permettrons en fait de récupérer directement. Donc c'est tout simplement Sedge hein, qui sera OD pour vous au travers de nos solutions et on vous proposera en fait la solution pour pouvoir le faire directement sur nos prochaines versions. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc trois acteurs, PPF, PDP, OD. Allez, pour que ce soit plus clair, on va aller mettre ça dans le circuit de facturation et on va regarder un petit schéma. Je vais vous expliquer qui fait quoi à quel moment. Pour l'explication, j'ai mes vendeurs d'un côté, j'ai mes acheteurs de l'autre, au milieu coule une rivière, j'ai mon portail public de facturation. Le portail public de facturation, on a dit, c'est par lui qu'on va passer pour faire la déclaration à l'administration fiscale. OK? Donc, c'est pour ça qu'il est central, il est au milieu. Je le prends en premier exemple, c'est l'exemple le plus simple, celui qu'on va utiliser le maximum. Alors, là, vous comprendrez bien qu'on est juste sur du schéma de invoicing, hein, d'échange société à société domestique, c'est-à-dire en France. Donc, je prends l'exemple le plus simple, ma société C qui va échanger avec ma société D. Ma société C a choisi de communiquer directement avec le PPF, donc elle va interroger le PPF pour savoir s'il y a besoin de faire un chemin spécifique, etc. Donc, on va lui dire, bah non, tu mets en fait les factures directement chez moi. Donc, à partir de là, elle va déposer en fait sa facture au bon format, hein, format du socle minimal, UBL, C2I, facture X. Elle pose en fait la facture. Donc, il y aura déclaration à l'administration fiscale. Puis, juste au passage, pour pouvoir déposer, interroger, c'est l'OD qui va le faire. Hein. Donc, la facture est sur le PPF. Bah là, j'ai mon entreprise D, au travers de son OD, elle va interroger le PPF parce qu'elle a choisi le PPF aussi comme portail de plateforme d'échange, elle va interroger le PPF pour savoir si elle a des factures de dispo. S'il y a des factures, bah, c'est l'OD qui va récupérer en fait les factures directement. Quand je dis c'est l'OD qui va récupérer, j'imagine que les autres éditeurs vont le faire aussi, mais en tout cas chez nous, chez Sage, nous on va en fait, on va tout simplement vous demander de nous donner l'autorisation en fait de pouvoir récupérer et on récupérera en automatique les différentes factures qui seront disponibles. Donc, c'est même plus à vous de vous connecter. Ça viendra directement dans vos solutions. OK, donc ça, c'est le cas le plus simple où les deux sociétés ont choisi le PPF. C'est le cas qu'on va rencontrer pratiquement à plus de 80% en fait des échanges.
Je vous sors des chiffres comme ça qui sont sortis de mon chapeau, mais c'est pour vous dire que ça va être le plus gros part en fait des échanges qu'on va faire, ça va être comme ça. Premier exemple, le plus simple, avec juste le portail public de facturation. Je vais prendre l'exemple maintenant le plus compliqué. C'est en fait ma fameuse entreprise A qui va échanger avec la grande distribution, l'entreprise B. Hein, l'exemple que je vous citais tout à l'heure. Mon entreprise A, au travers de son OD, elle va aller déposer son fichier EDI sur sa PDP parce qu'elle a choisi une PDP pour pouvoir faire les échanges. La PDP, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va interroger l'annuaire entreprise qui est sur le portail pour savoir quel PDP a été choisi en fait par l'entreprise acheteur, donc par le client, l'entreprise B. On lui dit OK, tu dois router. Lui, il a choisi en fait cette PDP 2, tu lui routes. Au passage, ça peut être la même PDP entre les deux. On ne le sait pas, c'est pas à nous de le savoir, c'est eux qui s'arrangent de toute façon. En tout cas, le PPF a dit OK, tu dois router vers la PDP 2. Et bien dans ce cas-là, on va envoyer le fichier EDI tel quel à la PDP et en parallèle, on va envoyer les données de facture du fichier, c'est vraiment les données de facture directement au PPF et au bon format. À partir de là, on fera la déclaration de l'administration fiscale et puis les données EDI de commande vont tout simplement ici être disponible pour que l'entreprise B puisse les récupérer sur sa plateforme de dématérialisation. Donc vous avez vu, on met le fichier EDI, on envoie le fichier EDI de plateforme à plateforme, je vais juste vers le portail public, on enverra les données de facture au bon format. Donc là, ça c'est le schéma peut-être le plus compliqué, le chemin le plus compliqué. Et puis après, on va avoir des entreprises d'un côté qui ont peut-être choisi un PDP. On va toujours avoir cette interrogation. Le dépôt, en fait, sous le bon format. Ça, c'est mon entreprise, par exemple, qui n'est pas équipée de logiciel ou qui ne pourra pas s'équiper. Elle a choisi une PDP et donc elle dépose sur son PDP plutôt que d'envoyer un fichier auprès de son expert comptable ou de générer une facture sur Excel, parce que certains le font encore. On va choisir une PDP pour pouvoir avoir le bon format. On va un PDP, ça pose sur le PPF, le portail public de facturation, puis l'entreprise D va interroger son PPF pour récupérer. Inversement, dans l'autre sens, on envoie ici, on est en direct avec le PPF, l'entreprise B qui avait choisi une PDP va de toute façon transiter à chaque fois par son PDP qui va récupérer les factures et qui va lui mettre à disposition. Ça, ce fonctionnement, si je vous remets tout, c'est ce qu'on appelle le schéma en Y. On a des flèches dans tous les sens, parce que là, je vous ai tout indiqué, mais c'est bien le schéma en Y. C'est le schéma, en fait, que l'État a mis en place pour les échanges. J'espère que c'était un petit peu plus clair. Normalement, oui, ça doit l'être un peu plus. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le invoicing. Si toutefois, on ne faisait que du vers du gouvernement, du B2J, société vers gouvernement, on n'aurait que la partie de gauche. Jusqu'au PPF, qui est le nouveau Chorus Pro. Vous l'avez compris, on n'aurait que cette partie-là directement. Mais je vous le reprécise quand même. Donc là, on est sur du invoicing. Sur les échanges par rapport à ces factures, parce que les factures, vous avez vu, elles vont passer d'une plateforme à l'autre, etc. Pour savoir exactement où on en est, on va avoir un suivi du cycle de vie, c'est-à-dire en fait des statuts qui vont être liés à nos factures pour savoir exactement où elle en est. Pour ceux qui utilisent Chorus Pro, vous avez vu, vous avez déjà en fait ces statuts au niveau de vos factures. Et là, on va retrouver en fait ces différents statuts. Déjà, au niveau de la préparation, on va avoir des statuts, 4 statuts obligatoires. On a le statut déposé, rejeté, refusé et encaissé. Ça, c'est les statuts obligatoires qu'on va avoir à chaque fois. Après, on a des statuts recommandés qu'on va avoir au travers de nos solutions ou qui vont être gérés au travers des PDP. Ces statuts, en fait, ça va nous permettre de savoir tout le routage et exactement où, dans ce fameux schéma d'échange en fait, des factures entre plateformes, on va se situer. Est-ce qu'on est toujours à l'émission? Est-ce qu'on est à la réception? Où est-ce qu'on en est, etc. Donc, on aura, une fois que c'est déposé sur notre plateforme. Si on utilise une PDP, ça va être émise par la plateforme, reçue par l'autre plateforme, c'est le PPF. Sinon, on arrive directement là. On va avoir la mise à disposition au client, d'accord, à l'acheteur. Derrière, l'acheteur, quand il va le prendre, quand il va récupérer sa facture, il aura fait la prise en charge. Une fois qu'il a fait la prise en charge, là, vous voyez, il y a plein de flèches dans tous les sens, donc je vais faire tourner ma souris. Le principe, c'est que c'est comme aujourd'hui, quand vous recevez une facture,
vous l'acceptez, vous la refusez, vous la mettez en litige, vous l'acceptez que partiellement, vous revoyez avec votre vendeur, etc. Enfin, il y a différentes choses que vous avez encore la possibilité d'agir sur cette facture. Là, c'est la même chose. Vous, quand vous allez la voir en fait dans votre logiciel, vous pouvez encore la refuser, que l'accepter partiellement, etc. Le but du jeu, c'est soit à un moment donné, on la refuse, soit on l'approuve, et puis si on l'approuve, on envoie en fait au paiement. Le paiement, je vous disais, je vous parlais tout à l'heure, ça va être l'envoi à la banque. Et puis une fois qu'on a le paiement qui est passé au niveau de nos comptes, on aura encaissé. Donc, je vous ai mis en vert ici les différentes solutions dans lesquelles on retrouvera justement ces statuts, ou en tout cas où on est au niveau de la facture, où la facture va être par rapport à son traitement. Donc, pour tout ce qui est émission, c'est notre logiciel de gestion commerciale, parce que c'est notre logiciel de facturation. Pour tout ce qui va être réception, traitement, refus, etc., on sera soit dans la gestion commerciale, parce qu'on a toujours la possibilité de recevoir dans la gestion commerciale, on sera aussi dans notre comptabilité, mais aussi dans cette automatisation comptable, ce que je vous disais tout à l'heure, qui va nous permettre de réceptionner les factures et de pouvoir traiter les factures. Donc tout ça, on va l'avoir en fait à ce niveau-là. Puis après, moyen de paiement pour la transmission, qui pour l'encaisser, c'est la compta, parce que actuellement, alors on n'a pas encore statué définitivement, mais on se dit qu'on va avoir ce statut d'encaissé une fois qu'on aura lettré en fait tout simplement notre opération, puisque c'est le lettrage qui veut dire qu'il y a bien eu l'encaissement de l'autre côté. Okay, en tout cas, on a ce cycle de vie, et c'est important qu'on ait ce cycle de vie parce que pour nous, demain, ça nous permet de gérer nos factures différemment, d'avoir une vision différente. Un client qui vous a pas réglé, que vous allez relancer, il vous dit aujourd'hui « Oh, j'ai pas reçu ma facture ». Demain, ça va être difficile qu'ils vous disent « J'ai pas reçu ma facture » à partir du moment où on a bien un statut prise en charge. Donc là, vous allez avoir un meilleur suivi de vos factures. Ce qui veut dire que demain, on va être réglé normalement plus rapidement, ou en tout cas sur le délai légal, sur le délai en fait qui était indiqué sur la facture. On aura une meilleure visibilité pour faire tout ce qui va être relance, pour savoir exactement au niveau de la trésorerie où on va se situer, etc., etc. Donc, c'est essentiel qu'on ait en fait ces statuts parce que ça va nous permettre de pouvoir mieux avancer, de pouvoir faire peut-être de nouveaux rapports et d'avoir une vision en temps réel, concrètement en fait de notre facturation et en fait des encaissements qui sont à venir. Donc ça, c'est bien essentiel qu'on ait ça en tête parce que ça peut peut-être nous changer en fait notre façon de voir, notre façon de traiter en fait nos factures, notre poste client, etc. Je vous parlais du invoicing jusqu'à présent, de la facture au travers du invoicing. Je vais vous parler juste, je reviens sur le e-reporting. Je vous disais tout à l'heure, le e-reporting, c'est quelque chose qu'on met en place en même temps que le invoicing. Ça fait partie intégrante de la réforme sur la facture électronique. Je vous disais, le e-invoicing, ça correspondait à société domestique, société à gouvernement. Là, en fait, le e-reporting, c'est société à société internationale, société à particulier, et tout ce qui va être données d'encaissement pour les factures avec prestat de service. Ça, c'est juste pour vous remettre bien. Et derrière, comment en fait on va faire? Tout simplement, déjà, c'est des flux dédiés par type de transaction. Ces types de transactions, ça va être simple. Quand on va avoir en fait des opérations, on se dit mais ça, comment je vais traiter ce type d'opération? Les acomptes, comment je traite les acomptes? Parce que j'ai plein de factures. Les notes de frais, comment je traite les notes de frais? La facturage, comment je le traite, etc., etc. Tous les cas d'usage comme ça, assez particuliers, les cas métiers, généralement, ça rentre dans du e-reporting. Donc, il y a des flux spécifiques et c'est pas la facture qu'on échange, ou des fois on échange la facture, mais il faudra qu'on échange aussi tout ce qui est données de déclaration, flux de déclaration, et donc ce sera en fait ce flux de e-reporting qui sera effectué. Le flux de e-reporting, on a une fréquence de déclaration, d'émission, ça va être en fonction en fait de votre régime fiscal. La plupart d'entre vous, vous êtes au régime réel standard. Donc, ça veut dire que vous allez devoir faire une déclaration. Alors, accrochez-vous, c'est par décade. Par décade, ça veut dire que toutes les opérations que vous allez faire du 1er au 10, il faudra les déclarer le 20. Toutes les déclarations du 10 au 20, il faudra les déclarer le 30. Après, vous avez compris, c'est un fonctionnement de 10 jours. Donc, ça veut dire aujourd'hui qu'il faut tenir vos opérations, vos saisies en fait au jour le jour et votre calcul de TVA au jour le jour. Ça veut dire qu'il va y avoir quand même pas mal de changements à effectuer et pas mal de paramétrage, de suivi à faire. Que le fait de faire sa TVA via un export en fait hebdomadaire, voire mensuel sur Excel et puis de recalcul de TVA, ça va plus être possible. Donc là,
il va falloir utiliser les solutions qui sont à votre disponibilité pour pouvoir en fait calculer cette TVA. Assez simplement, nous, on a la compta Sage qui aujourd'hui, on peut calculer la TVA, on peut automatiser le calcul de TVA via les registres, via les comptes, c'est-à-dire que directement, on paramètre votre compte général avec une TVA qui est rattachée. Dès qu'on va attaquer ce compte-là, on sait qu'on a la TVA qui va se calculer, qui va se mettre dans le bon registre à côté. Ça, on peut le préparer dès aujourd'hui. C'est ce qu'on vous parlait avec Juliette tout à l'heure, la conduite du changement. Ça va commencer justement par la mise à jour de vos systèmes de façon à vous aider et à être prêt pour demain pour ces différents calculs. Donc là, il faut faire assez attention parce que là, vous voyez, par exemple, sur du e-reporting, on a quand même des déclarations à faire tous les 10 jours et donc le calcul de TVA. C'est pas parce qu'on va mettre la facture électronique en place et qu'on a des opérations qui vont passer directement avec l'État qu'on ne va plus déclarer notre TVA. On continue à déclarer notre TVA comme on le fait à titre privé, hein. Aujourd'hui, on a le prélèvement à la source, nous, par rapport à nos salaires, par rapport à notre imposition, mais il faut quand même tous les ans aller redéclarer et revalider que c'est bien la bonne information, etc. Là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mise en place de la réforme, ça ne va pas en fait vous enlever le fait de déclarer votre TVA. Vous allez continuer à déclarer votre TVA, mais en fait, la déclaration que vous allez faire, c'est une validation de ce qui a été prédéclaré avec les échanges de factures électroniques. Donc là, il y aura toujours ces déclarations, puis c'est ce qui permettra en fait de faire le contrôle au niveau de l'État entre ce qui a été déclaré en fait en automatique, ce que vous déclarez, et puis ce que les autres ont déclaré derrière. Hein, je vous ai dit, on aura toutes les informations, elles arriveront en temps réel. Ça va être facile de faire la corrélation entre toutes ces informations, de se dire, ah, là, il y a un petit quelque chose qui ne va pas, il y a quelqu'un qui nous a pas tout mis, et donc de pouvoir réclamer la TVA en question. Donc là, il faut faire bien attention, et c'est là-dessus, en fait, justement, qu'on reviendra par rapport justement à comment vous allez, ce que vous allez devoir faire et comment, en fait, on va pouvoir vous accompagner. Juste pour finaliser tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, avant de venir vraiment à vous et à ce que vous allez mettre en place, ce qui est déjà acté, publié, c'est tout ce que je vous ai dit. Les décrets, les fonctionnements, les cycles de vie, les différentes plateformes, les différents acteurs, etc., etc. Tout ça, c'est déjà acté. Vous avez sur le site impôt.gouv, vous avez en fait toutes les informations, une FAQ avec tout ce qui a été mis en place. À côté, il y a toujours des points qui sont en réflexion, c'est ces différents cas d'usage que je vous expliquais. Malheureusement, tout n'a pas encore été validé. Par exemple, la compte, c'est assez difficile, hein. Vous savez qu'on a une obligation depuis le 1er janvier de déclarer la TVA dès qu'on a réceptionné un acompte. Là, ces acomptes, on se dit comment on va faire? Parce que vu qu'il faut qu'on déclare un TVA déjà en fait sur les factures d'acompte, mais derrière, on peut en avoir plusieurs, mais il va falloir les déduire sur la facture finale, etc. Donc, quand je dis on, c'est l'État avec l'interrogation des différents acteurs, donc des éditeurs. Il y a une réflexion à savoir comment vraiment valider et traiter en fait ce type de flux. Mais ça va être aussi sur d'autres flux, les notes de ligne, les assujettis uniques, autre nouveauté de l'année, les multicommandes, multilivraisons, à facturage, les payeurs, multipayeurs, les acomptes, etc., etc. Donc tout ça, on a plus d'une trentaine de cas d'usage en fait qui sont en cours de réflexion. Certaines sont validées, d'autres sont toujours en réflexion et en attente de circuits réels. Allez, je passe sur comment se préparer. On a commencé à en parler ensemble. Déjà, la première question qu'il va falloir se poser, c'est moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va falloir que je choisisse? Parce que je suis sûr que ça commence à cogiter dans votre tête avec tout ce que je vous ai dit. C'est est-ce qu'il faut que je prenne une PDP? Est-ce que le PPF c'est suffisant? Qui va être OD? Est-ce que mon logiciel va pouvoir être OD, va pouvoir répondre, etc. Donc, il y a plein de questions à se poser. Et c'est là, en fait, qu'on va faire intervenir Vfleet. Parce que Vfleet va pouvoir vous accompagner, en fait, justement, dans votre mise en question, dans votre raisonnement, de façon à savoir et puis vous accompagner sur comment reparamétrer, comment mettre à jour en fait votre système et puis vers quel système cible vous voulez atteindre et qu'est-ce qu'il va falloir en fait faire pour que vous soyez bien équipé, que vous puissiez faire vos échanges. Et ça va dépendre de votre activité, ça va dépendre du type de fournisseur que vous avez, du type de client que vous avez, du nombre de factures que vous échangez, du type de facture que vous échangez, de ce que vous avez déjà actuellement, de ce que vous voulez avoir, des personnes que vous avez en interne, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est un gros raisonnement à avoir dès aujourd'hui pour savoir justement comment, en fait, quel chemin prendre pour être prêt demain et comment être équipé demain. Donc, c'est un projet à part entière sur lequel vous avez des ressources à mettre, vous avez un planning à tenir et des tâches à effectuer. Et ce qu'il faut, c'est avoir son système cible,
une cartographie applicative, mais pas que applicative. On a aussi l'organisation, les processus, les différents fournisseurs, donc une cartographie de ces fournisseurs, de ces clients. Et puis, il va falloir refaire un point sur ces données. Fini le dédoublement des tiers. Aujourd'hui, un tiers, c'est un SIRET. On ne peut pas avoir 3 tiers avec le même numéro SIRET. Donc, fini le dédoublement, il va falloir compléter aussi certaines informations, parce que je suis sûr que vous n'avez pas forcément le numéro SIRET, ou en tout cas toutes les informations obligatoires sur tous vos tiers. Donc, il va falloir mettre à jour en fait aussi votre base, et puis en fait prendre du temps pour le faire. Moi, j'ai des clients qui sont déjà partis à le faire, qui disent, moi, tous les vendredis, on se bloque en fait 2 heures le vendredi matin pour mettre à jour la base tiers. Et donc, toutes les semaines, tous les vendredis, ils sont bloqués dans leur agenda pour pouvoir mettre à jour en fait une partie de la bastière, parce que les bastières peuvent être très grosses. Donc, dès à présent, je vous ai dit, il faut organiser votre projet. Donc, mettre un référent. Vous êtes déjà là aujourd'hui avec nous, c'est déjà une bonne chose. Former les différents acteurs en fait qui vont avoir qui vont devoir avoir la facture électronique, c'est-à-dire les comptables, les opérationnels, faire une veille réglementaire pour voir s'il y a des avancées, s'il y a des changements ou autres, aller interroger les bonnes personnes, c'est-à-dire vos experts comptables ou alors vos différents conseils comme par exemple Vflit, qui est là, qui vous a invité aujourd'hui pour vous tenir informé, et puis mettre en place la conduite du changement. On en revient à la conduite du changement. Vous vous rendez compte avec tout ce que je suis en train de vous dire que ça va faire quand même pas mal de modifications pour vous pour demain. Donc cette conduite du changement, elle est à prendre en compte et dès aujourd'hui, parce que demain, le métier ne sera pas forcément le même, mais vous verrez, c'est une mauvaise passe à passer. Après, vous serez très content d'être passé à la facture électronique parce que vous aurez gagné beaucoup de temps, beaucoup de fiabilité sur les échanges, beaucoup de sécurité sur les échanges de vos données et que ça va vous laisser du temps libre pour faire d'autres actions à côté. Parce que la facture électronique, finalement, ça va nous libérer en fait quand même pas mal de temps dans notre quotidien. Donc, il faudra faire la cartographie de votre processus, que ce soit au niveau de vos logiciels, au niveau de votre infra, mais aussi au niveau tout simplement de vos clients. Donc, le processus de collecte et de contrôle de TVA, l'anticipation en fait de l'impact sur l'organisation, parce que ça va changer le fonctionnement, changer les différents process. Et puis, il va falloir se poser la question du choix de la plateforme. Mais ça, c'était ce que je vous disais juste avant. Puis après, identifier, enrichir vos systèmes, c'est cartographier les flux impactés, ce que je vous disais, les clients, les fournisseurs, revue du paramétrage de TVA dans votre système, télédéclarer votre TVA. Vous avez vu, TVA, on y revient aussi à plusieurs endroits, parce que réellement, aujourd'hui, on a des outils pour pouvoir vous aider sur le calcul, le suivi de la TVA. Donc, il faut en fait savoir les remettre en place, les reparamétrer dès aujourd'hui. Analyser les données de base, programme d'enrichissement des données tiers, c'est ce que je vous disais, puis l'actualisation du cycle de vie pour pouvoir suivre directement nos factures. Je vais passer ici très rapidement, mais vous l'aurez compris que demain, ça va vous apporter plein de changements et plein de bénéfices, surtout en la facture électronique, sur la réactivité, la gestion en fait du cycle de vie. C'est tout ce que je vous expliquais sur le fait d'avoir une visu en temps réel. Sur la productivité, du fait qu'on va avoir les données en fait directement dans les factures, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Déjà, automatiser la comptabilisation, et ça, je vais vous le montrer avec cette automatisation comptable. Aussi, vous faciliter le rapprochement avec les bons de commande, bons de livraison. Nous, on a prévu, en fait, dans les versions à venir, de faire de l'automatisation, justement, autour de ce rapprochement. La réduction des coûts, l'interface de traitement, etc. C'est tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Puis, au niveau des contrôles, vous allez avoir un meilleur suivi, une meilleure cohérence, en fait, entre les données. Et donc, vous allez travailler beaucoup plus en fiabilité directement et en rapidité et en temps réel, surtout, par rapport à votre système. Le principe, dans les applications, si je viens un petit peu sur Sage, comment ça va se passer, comment nous, on va vous accompagner. Déjà, on va avoir une prochaine version qui va arriver, qui va s'appeler la V10. Actuellement, on a la V9, on aura la V10, elle est prévue pour le mois de septembre, qui va venir répondre et qui va ajouter le fonctionnel pour tout ce qui est facture électronique. Alors attention, je vous dis dès maintenant, on a une première version donc, qui arrive au mois de septembre. Au mois de janvier, on aura une version rectificative qui arrivera parce qu'on aura les premiers tests avec le PPF. Et puis après, on aura encore une autre version à l'été prochain, donc juillet 2024. Donc après juillet 2024, parce qu'on aura le premier jalon légal, les premiers échanges réels, et donc bien sûr, et on aura encore des rectificatifs à faire, pas forcément des rectificatifs que techniques, mais parce que l'État va aussi en fait sûrement remettre des contraintes, rebouger en fait un petit peu les normes, donc il faudra qu'on suive, parce que je vous rappelle, c'est du légal, c'est pas forcément de notre fait, et on essaye d'accompagner en fait l'avancée du légal et des obligations.
Si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous dire, bah, attendez en fait la dernière version. Parce qu'il y aura encore des versions à venir derrière, il y aura encore des versions. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut se préparer dès maintenant et nous, on va suivre et on va toujours être bah, le plus à même de pouvoir répondre. Et si je vous dis ça aussi, c'est parce que bah, va falloir bien réfléchir en fait quand est-ce que vous devez y passer, parce que vous pensez bien que vu qu'il va y avoir pas mal de versions, il va y avoir aussi des interventions qui vont se faire et que Vfleet, même avec la meilleure volonté du monde, bah, ils vont pas pouvoir à la dernière minute migrer tous leurs clients. Donc, c'est pour ça qu'ils vont vous accompagner dès maintenant pour savoir où vous en êtes, comment en fait bah, réfléchir et quand est-ce qu'il va falloir que vous passiez. Donc, il y a de la réflexion dans tout ça. Si je reviens sur nos solutions, on va vous proposer donc dans cette V10 un assistant de déploiement de service, c'est-à-dire qu'on va faire un contrôle au niveau de vos tiers pour savoir si on a bien toutes les informations obligatoires, etc. en fait à l'intérieur des tiers. Au niveau de l'interface, au niveau des logiciels, bah, concrètement, on va avoir des nouvelles fonctionnalités bien sûr dedans, mais on va avoir une bannette pour tout ce qui va être traitement des factures en réception. Et puis, on va avoir aussi le tableau de bord des flux des factures, parce que c'est ce que je vous disais, le cycle de vie, on va le suivre et les différents statuts, on va le suivre au travers de ce tableau de bord. Et puis, au niveau métier, bah, bien sûr, nos logiciels et le logiciel de gestion commerciale en particulier va pouvoir traiter tout ce qui est émission, réception, du invoicing, du e-reporting, tout ce qui va être lien avec les différentes plateformes, avec Chorus Pro, etc. Tout ça, ça va être pris en charge en fait dans notre solution directement. Si je vous fais un peu le pendant avec le traitement de la facture, parce que je vous disais ici, là, ça va être nos logiciels avec la V10, mais je vous parlais tout à l'heure en fait du traitement bah, de la facture en elle-même et de l'automatisation en fait qu'on va pouvoir faire de celle-ci. Donc là, on va parler de cette automatisation comptable qui va nous permettre justement de faire ce traitement. Si je reviens un petit peu en pratique, là, je vous ai remis un écran blanc, c'est pour vous réveiller sur la fin parce que c'est important ce qu'on va dire. Euh, la réforme, elle traite deux sujets. Elle traite d'un côté déjà tout ce qui va être échange au travers des plateformes, et ça, c'est nos logiciels qui vont nous permettre la compta, la gestion commerciale, cette automatisation comptable. De l'autre côté, bah, on va avoir des nouveaux formats avec justement ces fichiers XML, ces fichiers normés qui vont nous permettre de pouvoir traiter la donnée de la facture. Aujourd'hui, les factures qu'on reçoit, c'est du PDF, c'est du papier. Le but, bah, quand on veut automatiser, c'est qu'on va faire de l'ossérisation des documents, c'est-à-dire qu'on va essayer de reconnaître le texte à l'intérieur pour traiter le texte. Sauf que ça, on ne peut pas tout automatiser parce que peut toujours y avoir des erreurs. Donc, on est généralement sur 80% en fait des informations qui sont reconnues, qui sont fiables. Puis bah, derrière, c'est du manuel. Donc là, on est sur de l'automatisation, on va dire partielle. Demain, avec ces fichiers XML, bah, les données, elles sont fiables. Elles sont obligatoirement dans la bonne case, au bon endroit. Donc, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'automatisation. Et là, on va parler d'automatisation totale, parce qu'on va faire du paramétrage de façon à pouvoir traiter de façon automatique les factures qu'on va avoir en réception. Donc, je vous disais, aujourd'hui, on reçoit les PDF, on fait de l'ossérisation, on complète, et puis derrière, il va falloir qu'on valide en fait ce qu'on a complété. Demain, les fichiers, on va les avoir en format XML, on aura la donnée exactement au bon endroit, donc on pourra en fait automatiser. Cette automatisation comptable, ça va nous permettre d'avoir une plateforme multicanal. Plateforme multicanal, ça veut dire qu'on va pouvoir tout traiter. Je vous ai dit, la première obligation, c'est juillet 2024, la réception des factures. Bah, pas besoin de se faire des nœuds dans la tête, savoir quel logiciel il va falloir que je modifie tout de suite, qu'il va falloir que je change tout, etc. On prend cette automatisation comptable, on sait faire la réception des factures. Et on saura faire la réception des factures en format électronique, mais continuer à réceptionner les factures qu'on a aujourd'hui, parce que de toute façon, à terme, il restera toujours des factures papier. Tout le monde ne passera pas à la facture électronique. Je vous ai dit, c'est que les assujettis. Mais en même temps, on recevra toujours des factures. En fait, si on fait de l'import, on recevra toujours des factures de l'étranger aussi. Donc, on aura toujours en fait un flux de factures PDF ou papier en fait qui passera. Donc, bah, il nous faut une plateforme pour pouvoir tout traiter. Et ça, c'est justement cette plateforme qui va traiter sur du multicanal les différents types de factures. C'est un outil qui nous permet de faire tout ce qu'on appelle les achats unifiés, c'est-à-dire du traitement de la demande d'achat jusqu'au rapprochement bancaire. Au travers de l'outil, on a tout ce qui est workflow de validation, parce qu'on n'est pas là que pour traiter la facture en elle-même, faire l'imputation comptable, mais bien sûr, on a tout un circuit de validation avec 10 niveaux de validation qu'on peut gérer par société, par service, par activité, par fournisseur, etc. Tout ça, on peut faire le paramétrage spécifique par rapport, vous, à vos besoins de validation.
On a tout ce qui est imputation comptable et imputation comptable automatique, soit partielle ou totale avec la facture électronique, et puis archivage des factures qui sont intégrées, qui sont traitées au travers de la solution. L'autre avantage aussi, c'est que c'est une solution donc, qui vient se rattacher à la comptabilité, et on peut avoir autant d'utilisateurs qu'on veut sur la solution. Nous, ce qui nous intéresse, parce que c'est facturé, hein, bien sûr, on n'est pas une association. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de factures que vous allez traiter à l'intérieur. Donc, vous pouvez avoir 100 utilisateurs, 10 utilisateurs, ce sera le même montant pour vous à la fin. Donc là, ça veut dire que vous pouvez rajouter des utilisateurs complémentaires et pas uniquement ceux de la comptabilité. Donc, c'est hyper important en fait qu'on ait ça en tête. Donc, concrètement, comment ça se passait? On a notre comptabilité. On a ceux qui ont fait le bon choix, qui ont pris justement cette solution, Sage Automatisation Comptable. On a des factures électroniques qu'on va recevoir demain. On a toujours les factures papier qu'on va recevoir. Celui qui ne veut pas automatiser, il a juste sa comptabilité. La comptabilité va récupérer les factures, hein, je vous ai dit directement, va les mettre à disposition dans une bannette dans le logiciel. Donc, en opposition à ce que vous faites aujourd'hui, vous avez la bannette à côté de l'écran, demain, vous l'aurez dans l'écran directement. Donc, une fois que vous avez vos factures, vous allez faire votre imputation comptable, vous allez envoyer en fait en règlement. Ça, c'est ce que vous faites déjà aujourd'hui, format papier. Vous le ferez demain plus rapidement, format numérique avec la facture électronique. Maintenant, c'est toujours du manuel. C'est toujours vous qui allez faire l'imputation comptable, qui allez saisir, qui allez vérifier par rapport aux données de la facture. Demain, vous avez Sage Automatisation Comptable, donc vous m'avez dit oui, je veux automatiser. Sage Automatisation Comptable va récupérer en automatique votre facture électronique. Et puis, va faire l'imputation automatique. Parce qu'on aura fait le paramétrage, on sait que l'information, elle est à tel endroit dans le corps du texte, dans le corps de la facture, que si je retrouve telle information, telle donnée, je sais qu'il faut que j'attaque tel compte, telle donnée, tel compte, etc. Et donc, derrière, je vais pouvoir faire en fait cette imputation totale. C'est du mapping, hein, qu'on appelle ça. Je vais vous montrer l'écran très rapidement sur l'outil. Et puis, on pourra lier l'analytique directement derrière. Et puis, si toutefois on reçoit toujours des factures PDF, des factures papier, on va toujours traiter en fait nos factures. Et puis là, on va faire toujours l'automatisation partielle, c'est-à-dire l'ossérisation du document, la reconnaissance, la validation de ces données. Et puis, on va utiliser dans ACS toujours notre circuit de workflow de validation, l'archivage des données, l'interrogation des documents à distance par n'importe quel utilisateur à qui on aura donné les droits. OK? Donc, si concrètement, je vous montre dans l'outil, hop, j'allais ouvrir une nouvelle. Oula, j'ai plein de pages d'ouvert, j'adore ça. Je vais dans mon outil, je vous emmène hyper rapidement dans ACS, parce que je vois l'heure qui avance, qu'on laisse un peu de temps en réponse. Ici, je suis dans ACS, hein, on est sur un outil SaaS. Je vais aller directement en fait sur mon écran de traitement des factures. Écran de traitement des factures, vous voyez ici, déjà moi je suis multi-société, puis j'ai des factures en fait en PDF, j'ai des factures en bleu ici, c'est facture en format facture X, hein, parce qu'actuellement on traite le facture X, on traitera tous les formats du socle, hein, mais là pour l'instant facture X. Et là donc j'ai bien la différenciation, mais j'ai tout dans le même écran. Donc quand je vous parlais de multicanal, je retrouve tout dans le même écran. Puis moi ce que j'ai fait comme paramétrage à l'intérieur, si je déclique en fait, ce que j'ai fait, c'est quand je vais sur ma facture, déjà je vois que c'est une facture X qui est en réception, c'est bien indiqué. J'ai toujours mon PDF parce que c'est le but de la facture X. Et puis à l'intérieur, j'ai les données qui ont été reconnues en automatique. Et ça, en fait, moi j'ai fait du paramétrage au niveau du mapping, ce que je vous disais. J'ai fait du paramétrage sur les données d'en-tête de ma facture où je lui ai dit, par rapport à la catégorie, tu vas chercher en fait la raison sociale que tu retrouves à tel endroit. Et donc là, ça me permet en fait de récupérer l'information directement. Et puis surtout, zut, j'ai recliqué, tiens, je vais aller sur mon imputation comptable. Sur l'imputation comptable, par exemple, là, je lui ai fait du paramétrage et je lui ai dit, tu vas m'attaquer le compte à 5% si tu trouves en fait telle information au niveau des noms d'articles. Tu vas m'attaquer le 20% si tu trouves telle information. Derrière, je peux aller faire du paramétrage par rapport à mon analytique aussi, où je peux aller remettre en fait une clé répartition. Par exemple, ici, je veux lui dire, OK, tu vas me faire une ventilation par rapport à l'affaire. Tu lui dis, vous savez quoi, je mets juste par rapport à l'affaire. Section, je fais moi en franchisé. Tu me mets 100%. Et derrière, qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis, OK, tu mets une condition, et la condition, c'est à partir du moment où en en-tête de page, tu vas trouver en fait ce nom de client. Et là, j'ai juste à cliquer dessus, il me l'a mis, hop, je valide, et là, il va me faire en fait ma saisie analytique, ma ventilation. Ça, une fois que j'ai... Oui. Thomas, c'est juste pour préciser qu'il y a quelques questions qui pourraient arriver côté conversation. Okay. Je vais les regarder au fur et à mesure, ouais. Voilà.
là, juste pour vous montrer, donc le mapping, on va faire ce mapping au niveau de la société. On pourra demain le faire au niveau du, euh, du fournisseur. Mais en tout cas, une fois que j'aurai en fait tout qui sera reconnu en automatique en fait et que j'aurai même plus besoin de faire de changement, bah, au niveau de la transmission pour validation, j'aurai la possibilité de lui dire bah, les prochaines factures, tu feras un enregistrement automatique de façon à même plus besoin de vérifier mes factures. Ça partira directement. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on a prévu, c'est ce qui sort là, en fait, actuellement avec Sage Automatisation Comptable. La sortie, la date de sortie est là prévue, en fait, sur le mois de juin. Donc ça va arriver. Et donc, on en arrive aux questions. Je voulais juste vous montrer ça parce que si demain vous vous posez la question de comment je vais réceptionner mes factures, bah, je vais pouvoir le faire directement avec Sage Automatisation Comptable. Et ça peut me laisser un petit peu de temps pour pouvoir mettre à jour, en fait, tous mes logiciels derrière. Donc, on a Ah, effectivement déjà deux premières questions. Donc, les Oui. imputations comptables des factures utilisent-elles une intelligence artificielle ou tout est-il paramétré en avance par un humain? Aujourd'hui, on a choisi, nous, en fait, de faire du paramétrage manuel plutôt que d'intelligence artificielle, parce que comme ça nous laisse la main et on sait exactement ce qu'on veut mettre en place. Donc ça, c'est du paramétrage, c'est ce que je montrais, le mapping. Et ensuite, une autre question, sous quelle échéance devrons-nous déclarer notre choix entre un PDP ou un PPF afin de renseigner l'annuaire de la PPF? Bah, c'est à partir du moment où on va faire en fait de la communication. Donc pour le moment, on n'a pas d'échéance. Et puis même si on a fait un choix à un moment donné, on pourra changer notre choix et déclarer autre chose. C'est pas définitif le choix qu'on va faire. Donc là, c'est juste sur la réception. Bah, déjà, dans un premier temps, ce sera obligatoirement le PPF, hein, parce que c'est le PPF. Mais si on veut choisir une PDP, on pourra choisir une PDP et l'indiquer. Et puis bah, derrière, rechanger si toutefois on veut plus ce PDP et puis repasser par la PPF ou changer de PDP. Ça, on pourra le faire. Mais pour le moment, par défaut, en fait, on est avec le PPF de toute façon. Après, Thomas, je pense, et Juliette, hein, qu'on pourrait réorganiser aussi à suivre un prochain webinaire autour de la facture électronique, parce qu'il y a encore… Dans tous les cas, Hélène, il faudra le faire. Là, on est Ouais, vraiment que sur une première phase. Aujourd'hui, c'est sur la c'est ça. compréhension de la réforme. Demain, enfin, quand je dis demain, en fin d'année, on va avoir les logiciels qui seront présents avec tout le fonctionnel qui sera à l'intérieur, qu'on pourra réellement vous montrer avec des cas pratiques. Et puis, on pourra en effet reparler et peut-être lever quelques interrogations sur comment on fait exactement et si j'ai telle facture, si je dois faire tel flux, etc. Mais je vous rassure, de toute façon, sur les flux, sur les choix, etc., ça va se faire très simplement. Et sur la gestion des factures, ça va se faire très simplement puisque c'est principalement vos logiciels qui vont gérer en fait ça. Notre gestion commerciale aujourd'hui sur un fournisseur, on va pouvoir lui dire, bah, ce fournisseur il est à l'étranger, donc c'est du reporting que je vais faire. Ce fournisseur, c'est un fournisseur français, je vais le faire. Ça, ce client-là, c'est d'un particulier, donc ça va être du reporting et ainsi de suite. Ça va se faire en automatique et c'est du paramétrage au niveau de nos logiciels. OK. Il y a une autre question qui vient d'arriver. La plateforme Airfact est-elle concernée également? Je ne connais pas la plateforme Airfact. C'est une plateforme que vous utilisez pour la dématérialisation des factures, je suppose, vu le nom. Alors, je ne sais pas si on a la possibilité d'ouvrir les micros, peut-être, ou pour que ce soit plus fluide. Ou s'il y a d'autres questions. Moi, aussi, je vais le faire par personne, en fait, Juliette, les micros. Donc, D'accord. En tout cas, bah, Muriel, la plateforme Airfact, je pense que ça doit être une plateforme de démat de facture. Les plateformes de démat de facture, soit elles deviennent PDP de bain, soit elles deviennent OD. Donc peut-être que ça sera concerné, mais en fait, elle aura un fonctionnement différent parce que dans tous les cas, il faudra passer en fait par le PPF, communiquer et avoir en fait le bon format. oui, bah, elle le précise du coup, hein, c'est Voilà, Airfact et c'est bien une plateforme une pour plateforme pour ouais. Territoria. Il faut voir avec eux s'ils ont prévu en fait de pouvoir gérer les bons formats, traiter au bon format et de faire les échanges avec le portail public de facturation. Mais là, vous pourrez toujours. En fait, quand je vous dis on va avoir une PDP, des fois on va avoir des plateformes qui vont proposer des services comme les PDP, mais qui ne seront pas immatriculés. La différence entre ces plateformes et les plateformes PDP immatriculées, c'est que les PDP prennent la responsabilité de la facture. C'est-à-dire à partir du moment où on a déposé en fait les données ou la facture, c'est eux qui sont responsables légalement en fait de la facture. Là où si vous passez juste par un OD, c'est vous qui restez responsable. L'OD ne sert juste que de transport. Donc, il faudra voir avec eux directement, Muriel, si je raccourcis un maximum ma réponse, il faut voir avec eux.
Merci Thomas. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Des Alors, factures oui, que nous les- allons recevoir seront-elles à enregistrer sur notre site ou sur un site sécurisé? Les factures que vous allez recevoir, de toute façon, elles vont arriver via le schéma en Y que je vous ai montré, donc via les différentes plateformes. Donc, elles arriveront directement dans votre solution. Donc, pas besoin de les enregistrer ou autre, elles seront dans votre solution. Elles seront conservées par le PPF. Si vous voulez avoir une autre solution pour pouvoir les conserver, vous pourrez avoir une autre solution. Vous pourrez avoir une PDP pour le faire, par exemple. Vous avez Sage Automatisation Comptable qui n'est pas PDP, mais qui peut vous permettre aussi d'avoir conservation des factures. En tout cas, il n'y a pas de site sécurisé. Le site sécurisé, c'est le PPF, c'est le PDP. Donc, il n'y a pas à avoir un énième site sécurisé parce que de toute façon, c'est ces plateformes-là qui sont sécurisées et qui vont gérer justement la fiabilité et la sécurité des factures. Là, on est toujours en cours de réflexion sur, pour aller encore plus loin sur la sécurité, sur la signature des factures. Aujourd'hui, quand on fait de la démat, la vraie démat, c'est verrouiller la signature avec une signature, la facture avec une signature numérique. Demain, avec justement les échanges via les différentes plateformes, via le PPF, est-ce qu'on va toujours signer numériquement? Est-ce qu'on va obliger de verrouiller en fait cette facture? C'est pas forcément sûr et c'est pas encore acté en tout cas par l'État. Est-ce que d'autres questions sont à venir? Si c'est à l'oral, peut-être en levant la main, on peut activer un micro. A priori, ça doit être bon. De J'ai toute pas façon, de levée de main. pardon? J'ai pas de levée de main pour l'instant, non. Non. De toute façon, on aura l'occasion d'échanger lors de rendez-vous, lors d'échanges précis là-dessus. On organisera bien entendu de nouvelles campagnes d'information. On sera proactif là-dessus pour vous accompagner. Il ne faudra pas hésiter également à nous solliciter en direct, le cas échéant, si vous avez des questions en complément même plus tard. Et ça se fera en douceur et sereinement et comme il faut. Si on s'y prend dès maintenant, ça se Voilà. fera en douceur et correctement. Mais voilà, l'essentiel, c'est vraiment se repositionner par rapport à ce qu'on fait, à comment on est équipé, avec qui on travaille, et revoir en effet la priorité, c'est ses tiers et aussi Voilà. c'est sa TVA et son calcul et sa saisie de TVA. Si on peut l'automatiser un maximum dès maintenant, ça vous permettra d'être prêt demain. Et on vous accompagnera en ce sens, bien évidemment. Voilà, donc de toute façon, cette présentation est enregistrée et sera présentée, diffusée sur notre site internet. On vous tiendra au courant dès qu'elle sera disponible également, quitte à vous envoyer des liens aussi. Et vous n'oubliez pas mes royalties, hein, bien sûr, sur C'est les ça. vidéos Merci diffusées. Thomas. Je vous en prie, Promis. c'est parfait. Je vous remercie à tous. Merci tout le monde, merci J'avais un Thomas. dernier